Bienvenue sur la chaîne, nous allons parler aujourd'hui de la guerre d'Algérie, sous un angle gaullien, c'est-à-dire que pour nous, seul l'intérêt de la France compte. Cette vidéo ne sera évidemment pas celle de la repentance ni de l'autoculpabilisation, non, nous aborderons les événements dans la plus grande sérénité. Mais avant de commencer, j'ai un petit mot personnel. J'ai besoin de vous pour développer la chaîne, donc si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le bouton en bas, s'abonner, merci d'avance. Alors l'Algérie a toujours été un morceau d'empire, en effet. Un fragment de l'Empire romain dans l'Antiquité, elle a été conquise par les Arabes au 7e siècle, puis dominée par les Ottomans à partir du 16e. Enfin, la France de Charles X s'est ancrée à Alger en 1830 pour gagner ensuite progressivement l'intérieur des terres sous Louis-Philippe. L'Algérie n'a donc jamais formé une nation. Il faudra attendre 1927 avec Messali Hadji pour commencer à parler sérieusement de nationalisme algérien. L'Algérie forme un vaste ensemble sur 2,4 millions de kilomètres carrés, occupé en grande partie par le Sahara. Notez la frontière avec la Tunisie au nord-est. Cette zone géographique prendra toute son importance lors de la guerre. En 1954, l'Algérie est formée de 3 départements français soumis à législation particulière, différente de la métropole et des autres territoires d'outre-mer. La population d'Algérie, environ 10 millions d'habitants, environ 1 million de colons français, mais aussi des Espagnols et des Italiens assimilés, quelques Juifs assimilés, et puis 9 millions de musulmans autochtones, ce sont les indigènes. La question du statut juridique de ces indigènes est fondamentale. Jusqu'en 1865, ils sont dits régnicoles, c'est-à-dire habitants du royaume. Et puis, à partir du Senatus Consulte de 1865, sous Napoléon III, ils deviennent des nationaux français, ils obtiennent la nationalité, mais attention, ils n'ont pas la pleine citoyenneté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vote. Ils peuvent toutefois l'acquérir, et pour cela, il leur faut d'abord montrer des gages de moralité, mais surtout abandonner le statut personnel. Qu'est-ce que le statut personnel? Eh bien, en matière civile, les autochtones étaient soumis non pas au code civil comme les Français, mais à la loi musulmane ou à la coutume berbère. Eh bien, ils devront, pour obtenir la citoyenneté, renoncer à ce statut particulier et admettre le principe d'application du code civil. Mais en islam, il faut savoir que la loi et la foi se confondent. Donc, renier l'une, c'est renier l'autre. C'est ce qui explique que environ 1 musulman sur 1000 seulement a fait la démarche vers la citoyenneté française. Un peu plus tard, en 1870, donc cette fois en République, le décret Crémieux propose à peu près la même chose aux Juifs d'Algérie. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi accéder à la citoyenneté française en l'échange de l'abandon de la loi religieuse juive. Et eux ont bien compris que la protection de la France valait bien quelques aménagements avec leur loi religieuse. Donc l'immense majorité des Juifs d'Algérie va effectivement acquérir la pleine citoyenneté française. Durant la Première Guerre mondiale, les indigènes prennent part au combat avec bravoure. Clémenceau veut donc les récompenser. Et en 1919, la loi accorde le droit de vote à 400 000 musulmans pour les élections municipales et à 100 000 pour les élections des conseils généraux. Mais attention, les musulmans votent séparément dans un second collège électoral. Et de plus, ces musulmans n'ont aucun représentant au Parlement. Dans le conflit suivant, l'Algérie devient l'enjeu majeur de la rivalité entre gaullistes et vichistes. En novembre 1942, les Alliés débarquent à Alger et après des luttes internes féroces, De Gaulle se fait reconnaître chef de l'exécutif français, le Comité français de libération nationale. Ce comité prendra en juin 1944 le nom de Gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. Pendant la guerre, le nationalisme algérien va se développer et se structurer autour de 2 pôles. D'une part, les durs, ceux qui veulent l'indépendance, autour de Messali Hadji et de son parti du peuple algérien, le PPA, qui est un parti clandestin. Et de l'autre côté, les modérés autour de Ferhat Abbas, c'est un pharmacien qui a fondé le parti des Amis du Manifeste et de la Liberté. Qu'est-ce que le Manifeste du peuple algérien? Eh bien, c'est un texte publié par Abbas en 1943 qui reprend en gros les grands idéaux de la Troisième République. Donc, la laïcité, l'école publique gratuite et obligatoire, la liberté d'association, liberté de la presse, etc.
On voit bien autour de ce parti modéré qui rassemble les élites algériennes musulmanes, eh bien, ce formatage formidable de la Troisième République. Les amis de Ferhat Abbas ne souhaitent pas forcément l'indépendance, mais plutôt une union, une relation de type fédéral entre l'Algérie et la France. Le 7 mars 1944, De Gaulle prend par ordonnance des mesures favorables aux autochtones. Tous les Français musulmans d'Algérie jouiront des mêmes droits et seront soumis aux mêmes devoirs que les Français non musulmans. Mais il persistera des différences. D'abord, le système du double collège électoral est maintenu pour les élections municipales, aux conseils généraux et pour les délégations financières. De plus, les musulmans, 90% de la population, ne représenteront que les 2/5 des sièges dans ces assemblées locales. L'ordonnance prévoit ensuite l'acquisition possible de la citoyenneté française par les musulmans diplômés et les plus méritants, sans abandon obligatoire de leur statut personnel. Et puis, l'ordonnance souhaite élargir l'acquisition de la citoyenneté à toutes les couches de la population musulmane, mais l'Assemblée constituante élue en 1946 bloquera le processus. Le 8 mai 1945, la guerre est enfin terminée. Mais les nationalistes algériens fêtent la libération d'une bien curieuse manière. À Sétif et à Guelma, dans le Constantinois, les plus exaltés d'entre eux s'en prennent à des civils et des militaires, provoquant la mort de 109 personnes, sans compter les viols. La répression sera meurtrière, plusieurs milliers de morts. Après-guerre, les mouvements nationalistes algériens se développent encore. Ferhat Abbas, le modéré, fonde l'Union démocratique du Manifeste algérien. Le Parti communiste algérien reste lié à son homologue de métropole, le PCF. Quant à Messali Hadji, il fonde le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le MTLD, doté d'un bras armé, l'organisation spéciale. Mais en 1954, une partie du MTLD et de l'OS font scission contre Hadji. Il va donc y avoir un nouveau parti, le Comité révolutionnaire d'unité et d'action, qui deviendra quelques mois plus tard le FLN, le Front de libération nationale. L'organisation spéciale, quant à elle, va devenir l'ALN, l'Armée de libération nationale, c'est-à-dire la branche militaire du FLN. Le FLN attend patiemment son heure. Il attend le moment le plus propice pour passer à l'action et occasionner le plus grand retentissement possible pour frapper les esprits. C'est donc le 1er novembre, le jour de la Toussaint 1954, qu'il se décide à lancer une série d'attentats qui feront 9 morts. La guerre d'Algérie est lancée. Le président du Conseil, Pierre Mendès France, reste ferme sur ses positions. L'Algérie, c'est la France et non un pays étranger que nous protégeons. Mais le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, prend quelques mesures d'apaisement, d'abord en direction des ouvriers, des agriculteurs, et il promet l'ouverture du premier collège électoral à davantage d'électeurs musulmans. Le gouvernement, de son côté, essaye de négocier avec l'UDMA une solution de type autonomie pour l'Algérie. Mais les rebelles n'ont pas la modération de Ferhat Abbas. D'ailleurs, ils obéissent à des idéologies contradictoires. Ils se revendiquent du nationalisme, mais aussi du djihad islamique et d'un certain marxisme. Leur méthode est simple, provoquer des attentats les plus sanglants possibles pour entraîner des représailles disproportionnées et faire passer la France pour l'agresseur. L'incapacité du gouvernement à se sortir de la crise entraînera sa chute et le radical Mendès France sera remplacé par le socialiste Guy Mollet. Mais le nouvel homme fort de l'exécutif est suspecté de complaisance à l'égard des indépendantistes. Et lorsqu'il débarque à Alger, il est accueilli par les partisans de l'Algérie française à coups de lancers de tomates. Pour faire mentir ses détracteurs, il va donc raffermir sa politique et les effectifs militaires en Algérie vont passer au cours de l'année 56 de 200 000 à 450 000 hommes. Cette fermeté affichée n'empêche pas non plus des mesures sociales en matière de logement, d'éducation et de redistribution des terres. Mais ça n'est pas suffisant, le gouvernement tombe. Bourgès Monouri, un radical socialiste, succède à Mollet. Mais son projet de nouveau statut pour l'Algérie ne séduit pas, il démissionnera le 30 septembre 1957. Le jeune Félix Gaillard prend alors les rênes du gouvernement dans des conditions difficiles. Les violences, qu'elles viennent de l'armée ou des rebelles, sont de plus en plus mal acceptées par l'opinion publique et celle-ci se rallie progressivement à l'idée d'une négociation avec le FLN. Il faut dire que la France n'est pas aidée par l'étranger. Les soviétiques, comme les Américains, en principe nos alliés,
fournissent la LN en armes via la Tunisie. Des armes sont apportées en Tunisie, les rebelles forment des camps retranchés sur le territoire tunisien, récupèrent les armes et refranchissent la frontière de l'autre côté pour attaquer. L'armée française est donc bien obligée d'aller bombarder ces camps terroristes tunisiens. Malheureusement, le 8 février 1958, un bombardement occasionne de nombreuses morts civiles. Protestations internationales, notamment de la part de Washington. La France admet, pour sortir de la crise, l'éventualité d'un contrôle international de la frontière du côté tunisien. Mais Washington le refuse. Et là, le gouvernement Gaillard semble plier les chines devant les imprécations d'Eisenhower. Ce qui ne lui est pas pardonné, le gouvernement finit donc par tomber le 15 avril 1958. S'ouvre alors une période d'incertitude. Durant 3 semaines de tergiversation, on discute, on ne sait pas quoi faire, avant que, enfin, un successeur soit désigné. Il s'agit de Pierre Pflimlin, membre du MRP. Clairement, ce Pflimlin est favorable à la négociation, ce qui ne plaît pas du tout aux colons d'Alger. Des émeutes éclatent le 13 mai et des comités de salut public sont montés un peu partout en Algérie. Le général Massu prend la tête du comité d'Alger pour calmer le jeu. Mais nous arrivons à une situation quasi factieuse en Algérie. Curieusement, Pflimlin accorde les pleins pouvoirs au général Salan, le commandant en chef des forces armées d'Algérie, pourtant l'un des meneurs de l'agitation. Il s'agissait en fait de légaliser l'illégalité. Et puis, dans la confusion, on commence à murmurer le nom de l'homme de Colombey. Et le 15 mai, le général Salan lui-même s'écrie « Vive de Gaulle ». L'intéressé, dans sa résidence de Haute-Marne à la Boisserie, fait savoir qu'il est prêt effectivement à prendre le pouvoir, mais rien n'est encore décidé. Les choses vont s'accélérer le 24 mai, les parachutistes envoyés par les comités de salut public atterrissent en Corse et se rendent maîtres de l'île. Cette fois, l'hypothèse d'un coup d'État à Paris par les militaires devient plausible. Le président de la République, René Coty, sent la situation très grave et il comprend surtout que seul le général de Gaulle est capable de ramener la légalité à Alger et de la maintenir en métropole. Pflimlin démissionne, René Coty met tout son poids dans la balance pour que les assemblées accordent l'investiture au général de Gaulle, ce qui est chose faite le 1er juin. À son arrivée au pouvoir, de Gaulle ménage tout le monde. Bien sûr, les partisans d'une négociation avec le FLN, d'où la présence de Pierre Pflimlin dans son gouvernement d'union nationale, mais aussi les tenants de l'Algérie française, d'où son fameux « Je vous ai compris » du 4 juin 1958, et surtout « Vive l'Algérie française » prononcé le 6 juin à Mostaganem. Mais tout cela ne l'empêchera pas d'arrondir les angles aussi avec les terroristes du FLN et de qualifier leurs actions d'un doux euphémisme, ce combat courageux, mais qui n'en est pas moins cruel et fratricide. Voilà, tout est dit. Il y avait une ambiguïté gaullienne à propos de l'Algérie, et ce depuis bien longtemps. Certes, de Gaulle avait couvert les massacres de Sétif et Guelma en mai 1945, certes, il avait avalisé le principe inégalitaire du double collège électoral en 1944, certes, il voulait l'intégration de l'Algérie, mais il voyait cette intégration un ensemble plus vaste que la France. Il voyait une communauté d'États autonomes gravitant autour et liés à la France. En 1955, il était visionnaire, il voulait substituer partout l'association à la domination. Et en privé, il avait clairement annoncé la couleur. Il avait reconnu clairement la réalité des nationalismes. Et il dénonçait l'illusion malsaine des assimilations. Donc ceux qui le connaissaient bien savaient pertinemment qu'il ne se battrait pas pour l'intégration telle que l'entendaient les partisans d'Algérie française. Revenons au FLN. Il perd du terrain et essaye de se relancer par des actions terroristes. Pour le contrer, de Gaulle en appelle à la paix des braves et à la démocratie. Il veut noyer le FLN dans la démocratie. Et pour ce faire, il supprime le double collège électoral, c'est-à-dire que les musulmans algériens pourront voter comme n'importe quel non-musulman. Mais lors des législatives, seules des listes pro-Algérie française se présentent. Le FLN refuse le jeu démocratique. Et d'ailleurs, les musulmans qui auraient l'outrecuidance de se présenter risqueraient d'être égorgés par les terroristes. Sur le terrain militaire, le général Chal remplace Salan en Algérie. Il va sécuriser les frontières et lutter contre l'ALN. Pour cela, il recrute des combattants harkis.
Et cela, De Gaulle le voyait d'un très mauvais œil. Il n'aimait pas du tout l'idée de fracturation du peuple algérien entre ceux qui seraient pour la France et les autres contre la France. Il souhaitait garder une unité de ce peuple algérien, musulman, pour conserver de bonnes relations ultérieurement avec la France. Et en cela, il a été effectivement visionnaire. Le 16 septembre 1959, De Gaulle franchit un cap décisif. Dans une allocution radiophonique, il propose l'autodétermination du peuple algérien. Ce peuple aurait à choisir entre trois options. D'abord la sécession, c'est-à-dire une formule péjorative pour désigner l'indépendance, ou la francisation, c'est-à-dire l'assimilation, l'intégration. Ou encore, dernière possibilité, le gouvernement des Algériens par les Algériens, en union étroite avec la France, c'est-à-dire l'Algérie associée à la France dans une communauté française. C'est bien sûr cette troisième option qui avait les préférences du général. Si ce principe de l'autodétermination est bien reçu par l'opinion publique française dans son ensemble, ce n'est pas le cas des tenants de l'Algérie française, évidemment. Des émeutes vont survenir le 24 janvier 1960, des barricades seront érigées, des coups de feu seront tirés. De Gaulle va alors apparaître à la télévision en uniforme militaire, en homme d'autorité pour réaffirmer ce principe d'autodétermination. Il va renvoyer dos à dos le FLN et les émeutiers, et le calme sera rapidement restauré. Place cette fois à la diplomatie. En juin 1960, De Gaulle reçoit en France une délégation du gouvernement provisoire de la République algérienne pour s'entretenir sur le désarmement. Malheureusement, les négociations achoppent, c'est un échec et les positions vont se radicaliser. L'Algérie française va créer le FAF, le Front pour l'Algérie française, tandis que le FLN va relancer le terrorisme et se rapprocher de la Chine et de l'URSS. Et puis des affrontements violents auront lieu entre FAF et FLN. Mais le 8 janvier 1961, place à la démocratie, De Gaulle appelle à l'arbitrage du peuple sur l'autodétermination. Et une large majorité de Français, 76%, approuvent ce principe de l'autodétermination du peuple algérien. Les négociations avec le FLN vont donc pouvoir s'établir. Et De Gaulle déclare « La décolonisation est notre intérêt, c'est donc notre politique », du pur De Gaulle. Évidemment, tout cela ne plaît pas du tout à l'OAS, l'organisation qui succède au FAF dissous, et ses chefs vont perpétrer un coup d'État le 22 avril 1961. C'est le fameux carteron de généraux à la retraite. Mais De Gaulle reste de marbre. Il apparaît une nouvelle fois à la télévision, revêtu de son uniforme, pour informer les Français du recours à l'article 16 de notre Constitution, c'est-à-dire l'exercice des pouvoirs exceptionnels du président de la République. L'ordre républicain sera très rapidement restauré après cette démonstration d'autorité. Mais ces péripéties convainquent De Gaulle d'accélérer le processus. Il va donc négocier un accord plutôt que prévu et renoncer à 3 points importants. Donc c'est un triple renoncement. D'abord, il voulait un cessez-le-feu préalable avant toute signature d'accord. Il va y renoncer. Ensuite, il voulait discuter avec différents partis. Il va y renoncer et seul le FLN sera admis à la table des négociations. Enfin, surtout, il voulait que le peuple se prononce sur l'issue qu'il entendait privilégier entre la sécession, la francisation ou l'autonomie. Mais compte tenu des circonstances et l'inversion du calendrier, eh bien, il y aura d'abord un accord avec le FLN, secondairement ratifié par le peuple. Ce qui veut dire que toute autre solution que l'indépendance est désormais caduque. Nous arrivons maintenant à notre conclusion. Non, la France n'a pas à s'excuser de la colonisation, bien au contraire. Le général de Gaulle lui-même disait le 10 novembre 1959 « Où en serait aujourd'hui l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Océanie, une grande partie de l'Asie, si les explorateurs, les colons, les soldats, les missionnaires, les ingénieurs, les médecins de l'Occident n'y étaient pas venus en apportant les idées, l'action, l'organisation, la technique occidentale. Oui, ces pays furent conquis, révélés et éveillés. Mais le monde a changé, l'époque a ses nouvelles exigences, et les peuples aspirent désormais à prendre leur destin en main. C'est le principe de l'autodétermination. Toute mutation d'envergure comporte sa part de douleur et ses sacrifices.
Les opérations militaires ont entraîné la mort d'environ 200 000 insurgés. Le FLN a causé la mort d'environ 17 000 musulmans et de près de 3 000 colons. Les partis nationalistes se sont combattus entre eux et ont occasionné 4 000 morts. L'OAS, quant à elle, aurait tué environ 1600 personnes. De Gaulle, lui, avait tout compris depuis le début. L'impossibilité de maintenir ce statu quo fondé sur l'inégalité des citoyens, mais aussi l'impossibilité d'assimilation complète du peuple algérien au peuple français. Les deux étant trop différents, les deux n'étant pas miscibles. Il a donc conduit habilement son peuple vers la sagesse, vers la seule solution qui vaille. Évidemment, il y a eu des renoncements, il y a eu un échec, celui de la communauté française qui devait rassembler des États autonomes fortement liés à la France. Mais ces États ont réclamé l'indépendance complète, d'où l'échec de ce système. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez l'aimer, vous pouvez la partager sur vos réseaux, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, je le répète. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo, cette fois plus spécifiquement tournée sur les accords d'Évian. Et vive la France!